Et bonjour à tous les amis, on est de retour pour ce choc, ce match niveau Ligue des Champions entre l'Olympique magnifique, l'Olympique des merveilles face au Dog lillois. Et bien évidemment les gars, sans attendre, je vais faire rentrer dans l'image mon ami de toujours El Gringo. Comment il va l'ami? En forme après cette belle série de 3 victoires et vraiment très impatient d'être à demain pour ce très très gros choc comme tu l'as dit. Ouais, demain, très très gros choc, mais avant, vous savez, avant chaque lancement d'avant-match, on va recevoir un supporter lillois qui va nous parler de son équipe qui réalise quand même des choses assez incroyables cette saison. Bien évidemment, les amis, petit jingle, ça vous laisse le temps de liker la vidéo. Vous savez que pour le référencement, on a besoin des likes parce qu'on se régale de vos commentaires. Mais c'est un peu bizarre, le nombre de vues a sacrément diminué. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est YouTube qui veut pas que l'Olympique de Marseille soit champion cette année? Je ne sais pas. Mais en tout cas, petit jingle et on se retrouve avec Nolan. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. À chaque fois, ça me fait toujours du bien, Nolan. Je sais que si tu reconnais un peu la voix, tu reconnais l'histoire qu'il y a derrière. Ouais, forcément, il y a une grosse histoire derrière l'Olympique de Marseille. Seul club à avoir gagné la Ligue des Champions, c'est magique. Mais Nolan, franchement, ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler du LOSC parce que une fois, j'en discutais avec Naïm, mon ami El Gringo. Je lui disais, tu sais qu'en Ligue 1, sur quasiment les 30 dernières années, je disais que l'OM n'était pas sur le podium des équipes les plus régulières. Et sur le podium, on avait, bon, entre Paris et Lyon à cause de ce qui s'est passé avec Paris, mais on avait Monaco et on avait Lille qui était toujours encore mieux placé que l'OM. Alors Lille, pour nous, c'est toujours un peu surprenant. C'est que vous êtes toujours là, on vous attend jamais en début de saison, jamais on dit Lille va être champion. Mais pour autant, vous avez déjà été champion sous l'ère Qatari et vous arrivez toujours à vous renouveler après avoir perdu un entraîneur qui devait venir à l'Olympique de Marseille. Alors, on a une grosse force en fait au niveau du recrutement chaque saison où à chaque fois la cellule de recrutement et le président, ils arrivent à dégoter des pépites. Je pense à Edon Zegrova, je pense à Jonathan David, qu'on a réussi à aller chercher alors qu'il y avait beaucoup de gros clubs qui étaient là. Vous avez aussi dans la formation, vous avez Ayoub Bouadji, on a réussi à sortir Lenny Yoro qui performe, on a Lucas Chevalier. C'est vrai que ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup sur les dernières années. Je pense que c'est ça qui fait la force aussi du LOSC et son renouvellement. Une dernière pépite, allez, une dernière pour la fin, Ngalaye Moukao qui va exploser. Retenez ce nom. Ce nom. Ouais, bah, écoute, moi j'ai envie de te dire, Naïm, on lui fait confiance parce que de ce qu'on voit du LOSC, vu qu'il a toujours été un peu éclipsé par l'ambiance lensoise du côté du Nord, parce qu'on a toujours parlé de Lens pour l'ambiance. Mais Naïm, est-ce que tu as ce même ressenti que moi en se disant à chaque fois que Lille, chaque saison, on les met jamais sur le podium et pour autant ils y sont quasiment une saison sur deux? Oui, c'est depuis une bonne vingtaine d'années, c'est un club qui est devenu très très régulier puisque dans les années 90, c'était pas du tout un gros club Lille, même s'ils ont une histoire plus riche si on remonte plus loin en arrière. Mais c'est vrai que c'est devenu un club régulier et par rapport à ce que disait Nolan, on peut aussi rajouter qu'ils savent récupérer des joueurs aguerris de Ligue 1 qui ajoutent un peu de l'expérience. On peut penser à Cabella, à Issa Mandi, à Benjamin André, bien sûr. Donc ce type de joueur, et ça donne un bon mélange, mais on dit souvent, c'est un cliché dans le football, mais qu'il faut un grand gardien, un grand avant-centre. Ils ont sûrement ce qui se fait de mieux, puisque je pense que Chevalier avec Roulis sont les deux meilleurs gardiens du championnat de ce début de saison. Et par contre, d'avant-centre, il n'y a pas de discussion possible. De mon point de vue, le meilleur avant-centre du championnat de France, et de loin, c'est Jonathan David. Ah, tu es d'accord? Je vois Nolan hocher la tête. C'est vrai que Chevalier et David, et surtout Jonathan David, qui a connu un début de saison un peu difficile, tu vois. Je m'étais même dit, tu vois, je m'étais posé la question, comment Jonathan David, un attaquant qui marque plus de 20 buts en Ligue 1 depuis plusieurs saisons, à un an de la fin de son contrat, personne ne le recrute. Ouais, c'était bizarre au départ. Nous, on espère une prolongation du côté lillois. On est tous en train de militer pour. Au dernier match, il a été pris à partie par les DVE, les Dogs Viragest, qui ont longuement réclamé sa prolongation. C'est vrai qu'il a connu un début de saison compliqué. Mais ça m'a
fait penser à son début de carrière, enfin son début au LOSC, en fait, ses débuts au LOSC, où il n'a pas marqué pendant je ne sais pas combien de matchs. On a tous douté de lui, parce qu'on sortait des attaquants exceptionnels. On avait Nicolas Pepe qui explosait tout, on a eu Victor Osimhen, enfin, on a eu des bons joueurs devant, et on recrute Jonathan David, et il marque pas. Il marque pas, jusqu'à un fameux LOSC Lorient où il marque son premier but, et derrière, une fois que la machine est lancée, elle ne s'arrête plus, et ça m'a fait rappeler ces bons souvenirs-là, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu de doute du côté lillois au début de saison et qu'on l'a toujours encouragé. Mais au-delà des buts qu'il met, moi je trouve qu'il pèse énormément vraiment dans le jeu, dans sa générosité, elle est incroyable. Pour un joueur qui marque autant de buts depuis tant de saisons, comme tu l'as dit, bah, c'est la star, c'est le buteur de Lille. On pourrait se dire que c'est un joueur qui va faire moins d'efforts et attendre d'être servi pour justement augmenter son compteur but, mais pas du tout. C'est pas du tout ce que je vois. Au contraire, il fait à mon avis, je te poserai la question tout à l'heure, mais je pense qu'il fait même plus d'efforts que ce que demande le coach en termes de pressing, parce que je le vois même parfois presser tout seul. Et c'est vraiment ça qui m'impressionne. Donc oui, d'un point de vue statistique, il a moins marqué en début de saison, mais vraiment cette envie, cette générosité, elle est impressionnante chez lui. Ouais, c'est clair. Sur la question du pressing, ouais, c'est un joueur qui ose faire des choses, en fait. C'est un joueur qui entreprend, et c'est surtout, j'avais vu des critiques sur son physique, comme quoi il était un peu gros, entre guillemets, mais enfin, c'est que du physique, c'est que de l'apparence, parce que derrière il cartonne, il est capable d'enchaîner les matchs, surtout quand tu vois qu'il enchaîne 90 minutes tous les 3 jours presque. Et qu'il est très peu remplacé par son changement qui est Mohamed Bayo. Donc, on passe quand même du coq à l'âne quand même. Ouais, le niveau. On passe d'un niveau à un autre, mais après on a confiance en Mohamed Bayo aussi. On sait que voilà, si on lui demande d'être là, il sera présent. Donc on a confiance en tous nos joueurs en fait. Bah, vous avez de quoi avoir confiance, parce que je vais quand même mettre le classement. Le début de saison de Lille, je ne parle même pas de la Coupe d'Europe, parce que Lille a réalisé peut-être les 2 plus belles prestations des clubs français des dernières années, en battant le Real Madrid et l'Atlético de Madrid. Mais en championnat, et toutes compétitions confondues, si je ne me trompe pas, Nolan, on est quasiment à 16 matchs sans défaite pour Lille. On est actuellement sur une bonne série, oui. Je n'ai pas le nombre en tête, mais j'ai vu passer 16 matchs sans défaite. Et je me suis dit, oula, c'est. Et je regardais avec Naïm, on regardait juste après en but le classement à l'extérieur. Mais Lille, cette saison, en Ligue 1, a perdu que 2 matchs, en fait. Un match face à Saint-Etienne et un match face à Paris. Ouais, c'est 2 matchs enfin, il y en a un qui est logique. Voilà, contre Paris, on ne peut pas faire grand-chose, même si on aurait pu, je pense, accrocher le nul, très clairement. C'est ce que j'allais te dire, c'est que tu dis que tu peux pas faire grand-chose, mais au final, tu as un poteau qui change le match d'entrée. Une erreur d'arbitrage aussi. Non, c'est surtout le penalty qui est bêtement concédé. Le penalty qui débloque le match, c'est une énorme erreur c'est Alexandro, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc finalement, vous avez fait un très bon début de match contre Paris. Il y a une grosse erreur d'arbitrage aussi. Je crois que c'est à la fin où il y a une action qui est, rappelle-moi, je crois qu'il y a une action qui où il ne laisse pas jouer, ou même le président il a pété un câble à la fin. Il me semble qu'il y a une action litigieuse comme ça. Je me souviens plus trop de la nature de l'action, je ne vais pas te mentir. Mais en jeu, il me semble, mais finalement, ça a été dit oui, mais non. Exactement. Ouais. Après, les décisions arbitrales. T'inquiète pas, on est tous dans le même bateau. Peut-être on est encore plus punis, nous, cette saison. On est encore bien punis. Donc, c'est vrai que quand on a regardé avec Naïm, je dis, le LOSC, c'est quand même cette saison, ils arrivent à tenir la cadence, parce qu'avec autant de matchs, avec la Ligue des Champions, et être capable d'enchaîner et d'être invaincu, je vois le goal à virage avec 24 buts marqués, 14 buts encaissés. Bon, on a parlé tout à l'heure de David, et on va parler aussi de Naïm. On va rentrer directement sur l'aspect tactique. Au moins, ça nous donnera un peu du grain à moudre. Ouais, on va commencer par le positionnement de Lille. Alors, pour savoir, Nolan, on s'est intéressé à 3 matchs en particulier. C'est les matchs contre Lyon, Paris et Monaco. Principalement celui de Monaco parce que c'est le match à l'extérieur et que donc ça pourrait y ressembler dans l'esprit à ce qu'on verra au Vélodrome. Mais dans tous les cas, on voit qu'il y a un système qui est relativement fixe et relativement amovible, et ça correspond plutôt pas mal à Lille en règle générale, parce qu'on verra pour le reste des autres vidéos que c'est une équipe qui sait faire beaucoup de choses.
Et donc là, on voit un 4-2-3-1 très net, mais au final, on se rend compte que ça peut se moduler selon la position du 10 dans un 4-4-2, voire même parfois sur certaines positions dans un 4-3-3. Par contre, ce qui est certain, ce qu'on a vu à chaque fois, c'est que il n'y a pas un pressing finalement très, très fort, très haut. Là, on le voit, ils sont en position relativement de 4-3-3. Et ils sont quand même à 30 mètres du but adverse, en position vraiment attentiste, sans aller presser très fort. Il y a un 0 pour Lille à ce moment-là du match contre Lyon, donc on peut se dire que c'est ce qui est le légitime, mais on va voir contre Monaco en fait que finalement non, le bloc est quand même très regroupé. Hein. Je vous ai mis la densité lilloise au milieu pour fermer des passes dans l'axe, et on peut penser que contre l'OM qui est très fort dans l'axe, c'est ce que va privilégier Genesio. Mais on voit surtout que il n'y a pas de pressing vraiment. On ne va pas trop chercher l'adversaire. Là, on le voit bien. C'est ce que j'expliquais un peu tout à l'heure. Il y a Jonathan David qui va tout seul aller déclencher un pressing, alors que le bloc, on voit bien qu'il est plus regroupé et que personne ne le suit. Donc, c'est là où je pense que c'est plus lui, dans son style de jeu, dans son état d'esprit, d'aller chercher, mais que les consignes globales, c'est plutôt d'être un bloc plus bas et d'attendre. Et c'est un peu ce qu'on aura vu tout au long de ce match-là. Voilà, là, on se retrouve encore dans une position de 4-4-2 et on voit que les deux offensifs lillois, ils sont positionnés quand même assez bas. Il y a pas de pressing. Face à une équipe comme l'Olympique de Marseille, dont le but est d'aspirer l'adversaire, Nolan, on peut logiquement penser que demain, c'est ce qui attend un peu l'Olympique de Marseille, c'est que Lille se bloque plutôt à une trentaine de mètres du but de l'OM et resserre les espaces. Alors, c'est exactement ça. On peut s'attendre très clairement à ça parce que, comme tu l'as dit, l'OM, c'est une équipe qui est très, très forte dans l'axe, qui est très, très bonne dans cette partie du jeu. Et ça tombe bien parce que Monaco l'était aussi. Et on a clairement vu que Bruno Genesio, il voulait pas prendre de risques dans l'axe et qu'il a cherché à fermer vraiment cette zone de jeu et qu'il a fait exprès de laisser les couloirs libres. Je ne sais pas si tu as vu sur la petite image du match face à Monaco. On voit bien que les deux joueurs de couloir de Monaco sont extrêmement libres. Et c'était vraiment, je pense, une envie du coach de jouer sur les points faibles de l'adversaire pour ensuite récupérer le ballon et pouvoir se projeter rapidement en contre. Donc, c'est ce qu'on peut prévoir pour demain face à l'OM. Nolan, moi, la question que je me pose, c'est... En fait, tu vois, on a toujours le réflexe de dire il y a le style de Zerbi, il y a le style Guardiola, il y a différents styles d'entraîneurs. Notre ami Pep Genesio a son tableau de chasse les plus grands entraîneurs au monde, voire certains plus grands entraîneurs de l'histoire. C'est le seul entraîneur français à avoir battu que ce soit Guardiola, Mourinho, El Cholo Simeone, et je crois qu'il y a encore Ancelotti. En fait, c'est quoi le style Bruno Genesio? Alors, le style Bruno Genesio, c'est un football qui est porté vers l'avant. C'est vraiment vers l'avant. Et c'est un peu ce qui est en complément de ce qu'on a eu avec Paulo Fonseca, en fait. Paulo Fonseca, c'était beaucoup du vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. C'était de l'attaque, de l'attaque, de l'attaque. Et finalement, il n'y avait pas forcément beaucoup de possession. C'est-à-dire qu'on avait le ballon, on partait en attaque, en contre-attaque, et puis on marquait des buts. Tout le monde était content. Verticalité maximum. Avec Bruno Genesio, pardon, il a apporté en fait cette possession, cette phase de construction, d'attente, avant de piquer l'adversaire au bon moment, et surtout cette mentalité de garder l'esprit qu'il veut mettre. C'est-à-dire qu'il ne changera pas son système de jeu, son système tactique, même s'il est face à un entraîneur comme Ancelotti, comme Guardiola, comme Diego Simeone. Enfin voilà, il a vraiment son idée de jeu, il veut vraiment l'imposer. Et je pense que c'est ça qui fait la force de Bruno Genesio. En plus, Naïm, moi, vu de l'extérieur, c'est un coach qui tente des coups. C'est là où il me surprend. C'est-à-dire que quand tu le vois, il n'a pas de charisme, il dégage pas quelque chose de... Tu vois, tu n'as pas envie de t'asseoir et d'écouter, en fait, Genesio, parce que c'est un peu le coach ancien qu'on a l'habitude de voir, tu sais, dans les catégories amateurs, et qui va te parler de son 4-4-2, de son 4-3-3. Tu dis, ouais, ok, c'est bon, j'ai déjà entendu plusieurs fois. Et pour autant, il tente des coups incroyables. Ce qu'il a fait en Coupe d'Europe en mettant le milieu récupérateur numéro 9, je veux dire,
Rares sont les coachs qui peuvent tenter ce genre de coup, non? Et en plus, il met un doublé ce jour-là, quoi. Mais même moi en tant que Lillois et ayant vu le match, quand j'ai vu la composition face au Real Madrid et que j'ai vu numéro 32 Ayoub Boadi, un gamin, il a 17 ans. Il est plus jeune que moi. Il est plus jeune que moi. J'ai 19 ans. Je suis là, je suis chez moi. Ayoub Boadi, il en a 17. Il en avait 17 le jour du match face au Real, du soir même. Et il fait un match exceptionnel. Et c'est signé Bruno Genesio, parce que lancer un gamin, on n'avait pas trop le choix. Honnêtement, on avait Benjamin André, Rémi Cabella, Ayoub Boadi au milieu, c'est tout. Il y avait rien d'autre. J'avais vu sur Twitter la possibilité que des gens évoquaient Aïssa Mandi, milieu de terrain, ou Mitchell Baker. On m'avait dit aussi Mitchell Baker. Ouais, là, c'était la pénurie de joueurs. C'était bricolage. Voilà, c'était bricolage. Et au final, il lance Ayoub Boadi face au meilleur club du monde, face à Bellingham, Vinicius, des joueurs exceptionnels. Et pourtant, Boadi, il a sorti une masterclass ce soir-là, quoi. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la quantité, il y a des joueurs, mais il y a quand même, on a l'impression, un 11 qui se dessine. Et tu vas nous dire ce que tu en penses. J'ai l'impression que la défense, bon, avec les absences, en particulier votre arrière droit, Santos, c'est ça, que je trouvais excellent. Vraiment, j'adorais ce joueur. On a l'impression que cette équipe-là, qui a joué contre Brest, ressemblera quand même pas mal à celle qui va jouer contre l'OM. J'ai l'impression que la défense, c'est vraiment ça. Au milieu, est-ce qu'il y a une interrogation avec Boadi, par exemple, et sur les deux autres postes qui peuvent peut-être porter à interrogation, c'est Haraldsson et Cabella, et Fernandez Pardo, et l'autre ailier dont j'ai perdu le nom. Ozam Sarawi. Voilà, qui serait pisté par l'Olympique de Marseille. C'est une rumeur, bien évidemment. Ouais, on les connaît ces rumeurs-là. Je n'ai pas vu cette rumeur. Juste avant les matchs, juste avant le match en plus. Tu sais, c'est des bonnes rumeurs, ça. Est-ce que c'est vraiment les trois postes où il y a des interrogations, ou même pas? Est-ce que toi, tu penses vraiment connaître la compo qu'il y aura demain? Moi, je pense à peu près connaître la compo, sachant que voilà, on a Håkon Haraldsson qui est rentré pendant le match. Il a démarré sur le banc. Au niveau de la défense, ça devrait être ça. Gabriel Gudmundsson, il est rentré aussi. Au niveau de la défense, on devrait avoir Gudmundsson, Alexandro, Diakité et Mandi. Le point faible, on est d'accord, Nolan, c'est Aïssa Mandi quand même sur le couloir droit. Il n'est pas du tout. Parce que au niveau rapidité, des fois, il se fait manger. Niveau aisance dans la rapidité, des fois, c'est compliqué. Mais après, il dépanne énormément, et c'est ce qui fait une qualité de ce joueur, en fait. C'est le dépannage. Parce qu'il n'hésite pas à passer. Ça peut être un peu un système à 3 quand il y a Mandi, tu vois. Il peut resserrer dans l'axe, et avec Diakité, qui pour moi est vraiment le patron de la défense. Ça. Il est jeune en plus, il est capitaine à son jeune âge. Hein. Ouais, il est dans la liste des capitaines. Généralement, c'est Benjamin André. Ensuite, on retrouve Jonathan David, Bafodé Diakité, et après, normalement, Rémi Cabella s'il est sur le terrain. Parce qu'il joue de moins en moins, Rémi Cabella, en ce moment. C'est compliqué avec la concurrence qu'il y a. Voilà, quoi. Mais sinon, niveau compo, ce serait vraiment ça. Je mettrais plus N'Gala Moukao demain. Mais il est là. Tu le vois, il est sur l'image. Il est dans la compo. Je pense que c'est la compo de Brest c'est quasiment le 11 de départ. Hein. Quasiment, avec pourquoi pas à la place de Mathias Fernandez Pardo, un Ozam Sarawi qui a fait des belles choses face à Sturm Graz. Très beau but, en tout cas. Naïm, par rapport. Alors, Naïm va te montrer aussi un autre point important, mais par rapport à Sturm Graz, Naïm et moi, même nous deux, on était un peu surpris de la passivité et à quel point vous pouviez vous faire transpercer par l'adversaire. C'était quand même, on ne va pas se le cacher, Sturm Graz, c'était niveau moyen Ligue 1, et je suis gentil parce que je les ai trouvés quand même très faibles. Sturm Graz, à 2-0, on pensait que c'était plié et que le match était plié, mais j'ai senti énormément de passivité. Alors, est-ce que c'est la fatigue ou est-ce que c'est réellement peut-être ce manque de concentration? Je pense honnêtement que c'est les deux mélangés. Je vais reprendre les propos du président, Olivier Létang, qui, en zone mixte, après le match, il a déclaré que c'était notre 25e match de la saison.
pendant que d'autres en ont joué 15 ou 16, je crois. Alors, ça, Nolan, je suis désolé, mais c'est Made in Ligue 1. On l'entend dans aucun autre championnat. Il n'y a qu'en France, tu te qualifies pour la Coupe d'Europe et tu te plains le nombre de matchs que je joue. Donne-nous là la Ligue des Champions. Moi, je veux me plaindre aussi. Voilà. Après, les joueurs sont fatigués, mais moi, c'est ce que j'ai toujours dit. Tu ne deviens pas joueur pro de foot professionnel comme ça en te levant le matin. C'est que tu deviens joueur pro en voyant que tu vas jouer des matchs et que tu seras fatigué, mais qu'il faut quand même les jouer, quoi. Et sinon, voilà, on est à notre 25e match de toute la saison. Il va falloir assumer face à une belle équipe de Marseille, forcément, qui est à domicile et qui va pousser devant son public incroyable. Ouais, mais tu vois, sur ce match de Grasse, finalement, est-ce que c'est pas plus ces buts encaissés juste avant la pause et juste après la pause? Parce que avant ça, j'ai pas senti de fatigue. Vraiment, Lille était largement au-dessus, a surdominé le match. Et j'ai l'impression que c'est ces deux buts, et particulièrement celui avant la mi-temps, alors que juste vous veniez de marquer le 2-0 juste avant. Et j'ai eu plus cette impression-là, et que du coup, ça a peut-être mis un petit peu de doute. Et bon, peut-être qu'après, tu as raison aussi que les jambes ont été un peu lourdes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Lille, c'est vraiment une équipe qui est surprenante et variée dans son jeu et qui a été très, très dur à analyser en une seule vidéo parce que ils sont capables de faire énormément de choses. Vraiment, ils peuvent faire de la construction courte, du jeu plus direct vers l'avant. Mais globalement, il y a quand même quelque chose qui ressort, c'est la dangerosité qu'ils peuvent produire sur les côtés. Et en attaquant par les côtés, alors là par exemple, on parlait de Mendy, on voit il jouait défenseur central sur ce match-là, on voit qu'il va faire un appel lui-même sur le côté parce qu'on a un milieu qui est rentré intérieur et qui a du coup ouvert cet espace-là. Et vous allez voir qu'en 2 passes, ils vont se retrouver en situation de but. Voilà, vraiment en 2 passes verticales vers l'avant avec ce décalage qui a été créé sur le côté. Et il y a aussi un autre aspect de leur jeu, c'est la projection des joueurs, parce que là on voit Thomas Meunier qui va rentrer dans le cœur du jeu, qui va anticiper ce bon débordement, et c'est lui qui va être à la conclusion de cette action où il va finir par tirer sur la barre. Donc par la construction, ils sont capables d'être dangereux sur les côtés, mais vraiment ce que j'ai trouvé le plus dangereux, c'est dès qu'ils arrivent à trouver les ailiers rapidement, et même pas dans les 20 ou 30 derniers mètres. C'est-à-dire que là, Zegrova, il prend le ballon au milieu du terrain. Donc, on le sait, Zegrova, c'est le danger numéro 1 dans la percussion, dans le dribble, mais il s'est diversifié dans son jeu, et c'est ça qui devient dangereux. C'est que cette action-là, c'est une action type que j'ai beaucoup retrouvée plutôt aux abords de la surface qu'aussi loin, mais c'est cet appui intérieur, en fait. Il va donner le ballon sur le joueur de l'axe, et il va de suite redemander à l'intérieur du jeu, et là, il devient redoutable parce que il est plein axe sur son pied gauche. Sur le coup, il va créer un décalage là où le plus souvent, il sera tenté à frapper. Et là, on voit l'intelligence de Jonathan David qui va bien se mettre dans le sens du jeu, pas hors jeu. Il va avoir un bon ballon donné dans le bon tempo. Il va pas réussir à marquer sur cette action-là, mais elle a été magnifiquement construite et elle est partie donc de très très loin au milieu du terrain. Et voilà, c'est vraiment les actions types. C'est toucher Zegrova, que ce soit au milieu ou là un peu plus excentré. Et là, encore une fois, je n'ai pas montré toutes les fois où il rentre, où il frappe les gauche, parce que ça, je pense que c'est quelque chose qui est très connu maintenant en Ligue 1. Mais regardez, là, il y a un appel d'intérieur de Cabella. Il aurait pu aussi être tenté de jouer sur David un appui, comme on l'a vu juste avant, mais il va parfaitement lancer Cabella dans la profondeur. Cabella qui, lui, va trouver David sur un centre. Bon, c'est pas vraiment une remise que va faire David en retrait. C'est un peu un cafouillage qui va revenir sur Zegrova, mais au final, ça fait quand même but. Et ça montre toute la diversité qu'a Zegrova maintenant, qui n'est plus juste un joueur de percussion, de dribble un peu individuel comme il était au début, même s'il faisait déjà d'énormes différences. Et il n'y a pas que lui, on va le voir avec Pardo là, et avec un style encore un peu plus différent, c'est-à-dire là des Niçois, c'est un risque qu'on peut avoir. Les Niçois sont montés en nombre pour essayer de presser, d'empêcher une première relance, mais pas assez bien fait. Ce qui fait qu'on va pouvoir trouver Pardo directement sur une passe depuis la défense. Sa prise de balle va être parfaite, ce qui va lui permettre de prendre un peu d'avance sur le défenseur. Et là, je vous ai mis que la distance, après 20 mètres de course, elle n'a pas bougé parce qu'il va très vite, même avec le ballon. Et il va aller jusqu'à la cage et jusqu'au but avec une très belle frappe. Donc, même s'ils sont capables de faire beaucoup de choses, j'ai quand même l'impression que le danger principal, c'est les côtés. C'est vraiment là où ils sont dangereux. Et surtout Zegrova. Voilà, même si de l'autre côté, ils sont capables de faire des différences. Lui, il est vraiment devenu trop imprévisible de par le fait qu'il peut à la fois rentrer
sur son pied gauche pour frapper. Et comme on l'a vu maintenant, lancer directement des joueurs ou faire des appuis, c'est le gros danger, Nolan, qu'on va devoir surveiller, je crois, demain. Ouais, exactement. On a de la chance au LOSC d'avoir des ailiers qui sont très vifs et très rapides. Et surtout, en particulier, le numéro 23 qui fait des ravages. Forcément, c'est mon joueur préféré. Donc voilà, je vais l'encenser. Je vais te poser la même question, Nolan. Jonathan David reste été. Vous avez une chance incroyable que ce soit le pire mercato de l'histoire d'Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu très peu de gros transferts. Manque de moyens pour beaucoup de clubs à cause des droits TV dans pas mal de pays. Mais un Zegrova et un Jonathan David, à Lille, une deuxième saison ou une troisième saison, ça tient du miracle. Parce qu'à l'instant T, Zegrova, Naïm, tu as montré sur la vidéo, j'ai l'impression qu'il est en train d'élargir sa palette et il me fait penser à un certain Lamine Yamal. C'est-à-dire capable, à tout moment, par la prise de balle, il peut aller en 1 contre 1, il peut faire mal à n'importe qui en 1 contre 1, donc il faut une prise à 2. Et maintenant, s'il lâche la balle au bon moment, là, ça devient compliqué. Ouais, non, mais on a de la chance d'avoir des joueurs rapides. Et surtout, comme tu l'as dit, Edon Zegrova, il est en train d'étoffer sa palette. Avant, c'était un joueur qui driblait, qui avait vraiment beaucoup d'ego. Voilà, et il était vraiment, c'était que du dribble. Et s'il ratait un truc, il râlait. Enfin, il ne refaisait pas le retour défensif. Maintenant, c'est devenu un joueur un peu plus concentré sur l'équipe. Et il pense plus à faire une passe, à tenter un dribble pour l'équipe, voilà, que d'aller au but tout seul et tirer et que la balle passe 38 mètres au-dessus. Et donc voilà, c'est une vraie qualité. Pareil, on a vu Mathias Fernandez Pardo. Tout à l'heure, je parlais de renouvellement du LOSC. C'est encore une fois, il sort du centre de formation du LOSC. Il a fait je sais plus combien d'années, mais il est passé par le centre de formation. Et voilà, lui, il a une capacité de rapidité qui est exceptionnelle. Il va très très vite. Pour l'avoir vu en vrai au stade, c'est un truc de fou. Enfin, je me suis demandé comment le défenseur allait tenir 90 minutes avec lui, quoi, parce que c'est pas possible. Et il a une finition qui est incroyable. Après, il y a Ozam Sarawi qui lui est beaucoup plus technique et qui est beaucoup plus petit, donc qui passe dans des endroits un peu plus exigus que d'autres. Mais voilà, on a des ailiers qui sont très créatifs et qui peuvent apporter énormément de danger, surtout si on a de la projection de joueurs à côté, en fait. Ouais, et Pardo, il a pour le coup un peu les défauts qu'avait Zegro au début, je trouve. Il a encore un peu du mal à donner le bon ballon au bon moment. Et par contre, Zegrova, il a quelque chose qui est quasi rare, quasi impossible à trouver maintenant de nos jours. C'est les joueurs capables d'éliminer à l'arrêt. C'est-à-dire qu'avec des défenseurs qui sont de plus en plus physiques, ça devient difficile. Et il reste des Doku, des Dembélé qui sont capables de le faire. Il y a Jonathan Rowe à l'OM qui a un peu cette capacité-là. Mais c'est très, très impressionnant des joueurs encore aujourd'hui avec les capacités physiques des défenseurs qui, même à l'arrêt, peuvent éliminer. Et lui, il est capable de le faire. Ce sera clairement le danger numéro 1, même si, comme je disais, Jonathan David, pour moi, est le meilleur attaquant de Ligue 1, le meilleur avant-centre. Les actions, elles partent de Zegrova. Donc, si on coupe Zegrova à la source, David aura beaucoup moins de ballons. Mais c'est très difficile parce que, comme on l'a montré, ils ne se contentent pas dans les 30 derniers mètres à attendre les ballons. Ils décrochent parfois très, très bas dans leur propre moitié de terrain. Et ça va être très, très difficile. C'est tout l'enjeu du match, vraiment, je pense, d'avoir la capacité d'étouffer Lille et de les empêcher de toucher Zegrova. Naïm, quand je t'entends parler, je vois la vidéo, je me dis, mais ce LOSC est invincible. Ce LOSC est injouable. Sur toutes les lignes, il y a de la qualité. Et on n'a pas parlé d'un joueur que beaucoup détestent parce qu'il a un comportement qui ne donne pas envie de le supporter, sauf si on est supporter du LOSC. Mais on a connu des joueurs comme ça, des Gabi Enzo, on avait pareil à l'OM, ou Mathieu Valbuena aussi, qui était insupportable. Benjamin André, c'est peut-être le joueur le plus insupportable de Ligue 1 pour un supporter adverse. Je sais que Naïm le porte droit dans son cœur, mais pareil, c'est une plaque tournante, Benjamin André, de ce milieu de terrain. Infatigable, il enchaîne les matchs, je ne le vois jamais blessé. Il joue 90 minutes, il sort jamais. Et je me dis, il va y avoir un Rongier Rabiot-Heuberg face au milieu de terrain lillois. Ça va être très très costaud. Mais donc Naïm, ma question, c'est quoi le point faible de Lille?
Une équipe qui a 16 matchs en défaite, elle en a peu, ça c'est sûr. Mais il faut quand même se dire qu'il y a des possibilités. Et déjà, c'est une équipe qui a eu un petit peu de réussite, il faut aussi le dire, hein, je pense aux deux enchaînements qui ont été cruciaux pour eux dans leur saison. C'était l'Atlético et Lens. Si je dis pas de bêtises, c'était dans la foulée. Et en 4 jours, ils ont eu 2 pénaltys, on va dire très litigieux à Lens, quasi imaginaire à Madrid, qui ont quand même impacté je pense, déjà sur le résultat direct du match, puisqu'en particulier à Lens où c'était dans les dernières minutes, et surtout sur la confiance que ça a emmagasiné. Donc il y a eu un petit peu de réussite sur ces matchs-là. Donc on peut se dire que sur un match avec un peu moins de réussite, ils auraient peut-être pas cette série. Et il y a un autre point qu'on peut regarder, sur lequel l'OM devra appuyer. C'est paradoxalement, c'est Chevalier qui pourtant est, comme je le disais, peut-être le meilleur gardien de Ligue 1. En tout cas, c'est clair que ça se joue avec Rouli, qui a un très bon jeu au pied. Mais on se rend compte que dans leur style de jeu à Lille, qui est proche de celui de l'OM à la base, c'est-à-dire quand même tenter de construire de l'arrière, mais là où l'OM va tenter, quoi qu'il arrive, de construire de l'arrière, Lille va pas hésiter à dégager sous la pression. Et en fait, parfois, ils ont du mal à trouver cet entre-deux, le moment où on doit dégager. Donc là, on voit que Chevalier, il a 2 solutions relativement simples, en particulier celle à droite pour faire une relance courte. Mais il va, comme souvent quand il est pressé, parce qu'on voit que le joueur lyonnais est très proche de lui, dès qu'il est assez pressé, il va tenter de sauter le milieu de terrain et de trouver un Lillois dans l'entrejeu. Et là, on va voir que le ballon va être interprété. Et sur les 3 matchs, il y a au moins plus d'une dizaine de cas que j'ai recensés dans la même situation. On voit là, il pourrait relancer facilement et même créer un décalage sur le côté droit. Mais encore une fois, il va tenter de sauter le pressing adverse pour aller chercher un Lillois, alors que c'est très difficile. Et encore une fois, ça va être une récupération et face à des Monégasques qui vont lancer face à lui. Là, on est uniquement sur le match de Monaco et on a déjà encore une troisième situation. Encore une fois, il tarde beaucoup trop en fait et du coup, il se met en danger. Il n'a plus la capacité de s'appliquer assez pour donner le bon ballon. Et à chaque fois, ça va être anticipé. On l'a retrouvé contre le PSG avec cette passe en retrait. Là, encore une fois, avec la qualité technique qu'il a, il pourrait jouer rapidement sur les côtés, mais il va tenter une passe pour casser les lignes, encore une fois, pour sauter ce pressing-là. Et ça va arriver directement sur un Parisien. Je crois que la dernière, là, c'est peut-être celle qui illustre mieux ce que je veux dire, c'est de montrer qu'il avait le temps en fait de réfléchir et de prendre une information pour un jeu plus court, mais on dirait que ça lui plaît vraiment d'avoir ce jeu où il saute le pressing adverse. Il va attendre encore une fois d'être pressé et de chercher un joueur lillois sur le côté sur un ballon qui va finir en touche. Alors il a un bon jeu au pied et il arrive parfois à trouver sur les côtés ce petit décalage en éliminant le pressing, mais j'ai la sensation que vraiment, face à une équipe qui presse fort, et ça, Monaco l'a plutôt bien fait dans un match qui était quand même fermé. Monaco a quand même bien pressé les Lillois, les a empêchés de jouer. Je crois que la clé, elle est là parce que justement, s'ils n'arrivent pas à ressortir l'arrière, si on les force à dégager, et on voit qu'il a un peu du mal à dégager sous la pression, et bien c'est qu'on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Zegrova ne touchera pas le ballon. Et je pense que la clé du match, elle va être là, notre capacité à les presser haut et à les empêcher de relancer, parce qu'à l'inverse, comme on l'a vu avec la vidéo précédente, si on rate ce pressing-là, eh ben ils vont avoir un boulevard pour trouver leurs ailiers et où ça va aller très vite vers l'avant. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Nolan, mais je pense que malgré toutes les qualités lilloises, il y a un coup à jouer de ce niveau-là. Ouais, c'est exactement ça. Hein. Lucas Chevalier, c'est un excellent gardien. C'est pour moi, il est dans les 3 meilleurs gardiens de Ligue 1. Voilà, il y a Rouli, on retrouve Samba, on retrouve Chevalier, dans les 3 meilleurs pour moi. Il est dans les meilleurs au monde pour moi aussi, mais je vais pas dire sa position dans le classement hein, parce que sinon ça va faire jaser. Mais non, il est excellent, mais c'est vrai que des fois il a ce petit défaut à vouloir dégager. D'ailleurs, c'est ce qui nous coûte le but face à Sturm Graz. Si je dis pas de bêtises, c'est le premier but où il a tout son temps et il préfère dégager ou prendre un 6 mètres ou je sais plus, mais ça vient de lui. Et on prend ce but complètement évitable à cause de lui. Après, voilà, depuis le début de saison, on va pas lui en vouloir parce que s'il n'est pas là, on en prend. Je sais pas combien on en prend, mais on en prend beaucoup. Mais comme tu l'as dit, comme tu l'as montré, on essaye à chaque fois de sauter cette ligne, essayer directement de pouvoir toucher le milieu de terrain pour ensuite transmettre à un ailier qui va pouvoir accélérer, qui va pouvoir percuter et faire mal à la défense adverse pour ensuite aller marquer.
et prendre l'avantage déjà dans le score, mais surtout psychologiquement où ça fait mal, quoi. Ouais, parce que paradoxalement, ce qu'on a remarqué, et justement c'est pour ça que j'ai insisté sur ce pressing, parce que quelles sont les équipes qui vont réussir à impacter Lille avec un gros pressing? Ce sont les grosses équipes. En Ligue 1, la plupart des petites équipes, elles vont vous attendre et jouer défensivement et être à la merci justement de vos combinaisons et des différences de vos ailiers. Et on se rend compte qu'au final, Lille n'a pas battu Lyon, a perdu contre Paris et a battu Lens, mais difficilement dans les dernières minutes, fait match contre Monaco. Donc, on se rend compte que peut-être dans les gros matchs, contre des équipes qui les pressent très fort, ils ont un peu plus de difficultés. Et c'est pour ça que je pense que clairement, ça va être la clé du match. Mais comme je l'ai dit, c'est à double tranchant parce que si le pressing est mal coordonné, là, d'avoir les trois offensifs, les deux ailiers David qui arrivent lancés, plus on pourra ajouter Aronson dans le cœur du jeu, qui est toujours très bon dans les choix, dans la passe. Et on l'a vu dans la frappe il y a quelques jours. Ça va être très très difficile de défendre. Donc voilà, on était sur les clés du match. Bilal, je crois que peut-être que la clé principale, elle se retrouvera là. Je pense que c'est assez complet. Je rajouterai juste, moi, pour terminer, qu'il y aura, pour moi, dans le match, il y aura un vrai duel. Donc, on ne sait pas, nous, côté marseillais, si ce sera Garcia ou Merlin face à Zegrova. Je pense que Rabiot aura aussi un match important à faire sur ce couloir-là, notamment. Parce que, en fait, Zegrova, aujourd'hui, il n'a pas besoin de son latéral qui dédouble pour faire la différence. Il avait Thiago Santos qui, malheureusement, s'est fait une grave blessure, qui était probablement l'un des meilleurs de Ligue 1 en début de saison. C'était un sacré coup d'arrêt. Moi, je le trouvais vraiment monstrueux. Il était ciblé dans les gros clubs en Europe. Et côté marseillais, on va dire que nous, on a toujours... C'est toujours le même joueur, côté marseillais aussi, qui est le danger principal. Nous, avec Greenwood... il ne faut pas 40 occasions pour le mettre au fond, et même quand il n'est pas très bien, mais il arrive toujours à se procurer des occasions. Donc, c'est les deux hommes forts du match, j'ai envie de dire, Greenwood et Zegrova, qui pourront faire la différence, avec bien évidemment Jonathan David, qui nous a souvent fait mal ces dernières années à Marseille. Mais le Vélodrome va vouloir rugir, Naïm, et moi j'ai envie d'entendre le prono de Lolan pour ce match-là. Comment tu le sens? Alors, écoute, je le sens mitigé en fait. Je vois pas forcément un club prendre l'avantage sur l'autre et je partirais sur un 2-2. Voilà, un petit 2-2 des familles, un point chacun et puis. Les buteurs? Alors, je verrai Hakon Haraldsson et Jonathan David sur penalty. Ça c'est précis, ça. Ça c'est précis. C'est précis. Naïm? Je pense que ça va être un vrai combat ce match. Comme en plus il y a deux très très bons gardiens, ça va être difficile de créer des occasions. Et quand on va s'en créer des deux côtés, ça va être difficile de les finaliser. Donc je vois pas un gros score, mais quand même un 2-1, je pense, pour l'OM. J'espère qu'on va surfer sur la vague. Honnêtement, ça va être très serré, ça va pas se jouer à grand chose, mais je pense qu'on a la possibilité avec le stade de l'emporter 2-1. Donc je verrai bien une victoire avec un doublé de Greenwood et en face un but de Jonathan David qui malheureusement me paraît inévitable. Et pour bien utiliser, Bilal, Garcia est officiellement out pour ce match. Qui ça? Ulysse Garcia. Ulysse Garcia, il est out, d'accord, je n'avais pas vu, donc ce sera probablement Merlin. Par contre, j'ai vu Pep Genesio qui disait que Zegrova serait apte pour le match et que André Gomez serait de retour aussi pour ce match-là. Bon, il y a toujours les absents de longue date. Roberto De Zerbi a parlé de match à 9 points. Il n'a même pas parlé d'un match à 6 points. Il a dit ce match-là, au moment où il arrive, c'est un match vraiment, vraiment important, aussi bien pour l'OM que pour Lille. Parce que ce week-end, il y a un Paris Saint-Germain face à Lyon, il y a un Monaco qui va se déplacer à Reims. Donc, pour le quatuor de tête, là, on est vraiment sur un match juste avant la trêve. Dernier match de championnat avant la trêve d'hiver. Je ne compte pas la Coupe de France, bien évidemment. Moi, quand je vois tous ces éléments réunis, je me dis que ça va être un match monstrueux au Vélodrome. Monaco, on a vu ce qu'on voulait faire. On a vu qu'on pouvait mettre beaucoup d'agressivité. C'est ce qu'il faudra faire face à Lille. Moi, je vois bien une victoire de l'OM 3-2 avec un match avec beaucoup, beaucoup de buts. Parce que quand je vois Lille attaquer et que je vois l'OM défendre, je sais qu'il y aura des buts. Et quand j'ai vu Lille défendre aussi ces derniers matchs, et je me dis que côté Aïssa Mandi, on va aller s'amuser un peu à venir le titiller de ce côté-là. Donc un bon 3-2, un bon match de Ligue 1 et on espère une victoire pour nous, l'Olympique de Marseille, mais surtout un grand match
Parce qu'on a. J'ai pas envie que Genesio mette encore en laisse un autre grand entraîneur. Donc, il y en a déjà pas mal. Ouais, on veut du spectacle. Bon, en tout cas, Nolan, merci à toi. Merci mille fois. Ça nous a fait énormément plaisir et j'espère qu'à tous nos abonnés, vous vous êtes régalés sur cet avant-match. Nolan, on te souhaite bien évidemment d'aller le plus loin possible en Coupe d'Europe déjà, parce que c'est important. Cette saison, hormis Paris, bien évidemment, on espère qu'il se fera éliminer au premier tour. On en est proche, là, et on est proche de croiser les doigts. Saint Graal. Mais moi, je veux que ce soit Lille, Monaco et Brest qui aillent le plus loin possible pour peut-être nous offrir à la France une 4e place qualificative directe en Ligue des Champions. Ce serait beau, ce serait incroyable. Bon, même si j'y crois moyen avec ce que fait Nice cette saison, ça nous fait trop mal au club de Ligue 1. Hein. Mais bon, Lyon, Lille, Brest, Monaco, c'est top cette saison en Coupe d'Europe. Donc écoute, bon match à toi. Nolan, et bien évidemment, on se croisera probablement au match retour. Écoute, avec grand plaisir. Hein. Merci à vous les gars de m'avoir accueilli. Hein. Et puis bon match à vous. Et puis on espère du spectacle pour demain. Voilà. Encore merci à tous. Merci à tous nos abonnés les gars. Merci à toi mon ami El Gringo, toujours aussi méticuleux dans la préparation de l'avant-match. On devrait envoyer nos vidéos à Roberto De Zerbi parce que très 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 souvent on a identifié ce qui a pu se passer après sur l'après-match. Naïm, on se retrouvera probablement dimanche matin pour l'après-match ou dimanche en matinée. Espérons que ce sera un grand match et que le Vélodrome va. Si on gagne. Hein. Ah oui, il faut préciser. Si on ne gagne pas, il nous faut Nolan, il nous faut quasiment 48 heures pour encaisser le choc. D'accord. Donc on ne donne pas de rendez-vous, sinon on va se faire allumer sur les réseaux sociaux. Allez, bonne journée à tous et surtout bon match à tous et on se retrouve au Vélodrome parce qu'on y sera. Et surtout allez l'OM et bonne fin de semaine et bien sûr rendez-vous samedi au Vélodrome à partir de 17h les amis. Bonne journée.